Oui. Docteur Pierre Saradon, nouveau concept en chirurgie vasculaire, le pontage percutané, application et perspective. Et je vous rappelle, 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Après la vie passionnante d'Ambroise Poiré, qui était magnifiquement décrite, et depuis cette époque, on le sait, la chirurgie a quand même pas mal progressé. En particulier, ces 30 dernières années, elle a eu des progrès tout à fait spectaculaires. Ces progrès sont faits dans deux directions. Premièrement, l'amélioration des résultats. Et je crois que cette amélioration est tout à fait indéniable. Mais il y a une autre orientation qui est quand même tout à fait significative, c'est comment diminuer l'impact de la chirurgie sur le corps humain. Et c'est ainsi qu'est née la chirurgie mini-invasive. Et on a vu éclore donc la chirurgie cœlioscopique en chirurgie digestive générale et la chirurgie endovasculaire en chirurgie vasculaire. Ce sont ces deux axes sur lesquels je me suis appuyé pour les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, un petit rappel, l'artériopathie, c'est un véritable fléau dans le monde occidental. 200 millions d'individus sont touchés de par le monde. 20% des personnes de plus de 40 ans, c'est énorme. Et c'est une pathologie en constante orientation, ne serait-ce que sur les 10 dernières années, 25% d'augmentation. Vous voyez que c'est un véritable problème. Alors, c'est une pathologie qui peut être grave, puisque au-delà de l'impotence, la claudication, la limitation à la marche, elle met en jeu l'intégrité de la personne, avec l'ischémie critique quand il s'agit des membres inférieurs. On sait qu'une personne qui a une ischémie critique a 25% de chance d'avoir dans les 5 ans une amputation majeure de membres. Et la mortalité est 3 fois plus élevée que dans la population habituelle. Donc, on voit que le problème est tout à fait réel. Alors, la chirurgie vasculaire a apporté des réponses à tout cela. Au-delà des balbutiements initiaux, elle a trouvé dans le pontage vasculaire une réponse tout à fait efficace. Vous connaissez le principe, on aborde le vaisseau, on arrête la circulation sur l'endroit de l'implantation, on va suturer soit une prothèse vasculaire, soit une veine à ce niveau-là, qu'on va amener jusqu'en aval de l'occlusion et qui va permettre la perfusion des tissus d'aval. Alors, cette intervention a une efficacité tout à fait démontrée, et on s'en sert encore beaucoup, mais elle est malheureusement obédiée par de nombreuses complications, et ces complications qui sont loin d'être rares. Par exemple, un pontage fémoropoplité, 25% de complications liées uniquement à la voie d'abord. Au niveau de l'aorte, les complications peuvent être létales, puisque le clampage-déclampage peut entraîner des troubles cardiaques sévères et le décès du patient dans 1 à 5% des cas. Et surtout obliger à une sélection drastique des patients. Enfin, les sutures aussi sont un phénomène, enfin une étape délicate, source de saignement ou de thrombose. Et tout ceci est majoré par le fait que nous devons travailler maintenant avec des sujets qui sont de plus en plus âgés. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'endovasculaire a, a, a éclos et s'est développé de façon considérable, puisque l'endovasculaire, on va piquer l'artère, cheminer dans l'artère et la réparer par l'intérieur, donc quelque chose d'excessivement léger qui peut se faire sous anesthésie locale. Cette chirurgie a montré quand même son efficacité aussi, une efficacité relativement satisfaisante. C'est pour ça que maintenant, elle a envahi le champ d'application. 80% des procédures qui sont faites par voie endovasculaire. Mais cette chirurgie a des limitations. On estime que dans 20% des cas, il n'est pas possible de franchir l'occlusion et donc il faut trouver une autre solution. Surtout, l'évolution montre très régulièrement des phénomènes de rosténose à l'endroit de la dilatation et de réocclusion. Et à ce moment-là, on retourne à la case départ et au pontage. Donc, pourrait-on trouver une solution, quelque chose qui soit léger comme de l'endovasculaire, mais sans ses limitations, et efficace comme le pontage, mais sans les complications? Réunir le meilleur de ces deux mondes, eh bien, c'est le but du pontage percutané. Voici des exemples de pontage percutané, pontage fémoropoplité, et voici le résultat radiologique. Alors, le principe est assez simple. En fait, on arrive par l'intérieur de l'artère, on en sort en amont de l'occlusion, on longe l'artère et on y re-rentre
en aval de l'occlusion. Pour ce faire, on va utiliser 3 points de ponction qui sont en opposition, un premier pour rentrer, le deuxième pour sortir et le troisième pour rentrer. Et entre ces 3 points de ponction, on va faire cheminer un guide, un fil guide, qui va permettre de déployer une endoprothèse qui va constituer le pontage. L'endoprothèse, la voici, c'est une Viabahn, c'est une endoprothèse couverte, donc étanche, et armée d'un stent tout à fait souple. Cette endoprothèse a été développée pour la chirurgie endovasculaire, mais elle est tout à fait adaptée à cette chirurgie de pontage, puisque étant étanche, on peut sortir du vaisseau et y re-rentrer. On peut aussi les empiler de façon successive, de façon à les adapter à la longueur nécessaire du pontage. Voilà. Donc, un petit schéma pour comprendre la technique. On va voir ensuite un film là-dessus. Là, on va faire un pontage fémoropoplité à gauche. On va ponctionner à droite l'artère fémorale commune droite, faire un crossover aortique et se retrouver de l'autre côté et ponctionner l'artère fémorale superficielle en dessous de son ostium, passer un guide d'un introducteur à l'autre introducteur, ce qui va permettre, en poussant le guide long, de prendre la place du deuxième introducteur. Cet intro long va cheminer dans les tissus et va être, par l'intermédiaire d'un troisième introducteur, réintroduit dans l'artère en aval de l'occlusion. Voilà, pour constituer le trajet du pontage. À ce moment-là, on va aller déployer une endoprothèse Viabahn qui va constituer le pontage. On retire tout le reste et le pontage est fait. Alors, voici un petit film explicatif. C'est un montage entre plusieurs types d'interventions. Vous voyez que le... Ah, pardon. Désolé. Donc, les ponctions se font sous échographie. Toutes les ponctions se font sous échographie. J'aime bien l'utilisation de la holographie qui permet de voir en même temps ses mains et de voir les écrans soit de l'échographe, soit de la scopie. Donc, on met un premier introducteur qui permet de faire une artériographie. Comme vous le voyez, on va passer d'un côté sur l'autre, un crossover cheminé jusqu'à la jambe gauche, jusqu'au membre inférieur gauche. Là, on fait une artériographie. Vous voyez que l'artère fémorale superficielle est totalement absente. On voit la profonde, mais la superficielle est absente, totalement occluse. Et bien, on peut quand même piquer dans l'occlusion, dans la partie haute de l'artère fémorale superficielle et rejoindre l'artère fémorale commune pour mettre le deuxième introducteur. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième ponction. Vous voyez sur l'introducteur, à l'applicature, le point d'introduction, vous voyez qu'on est 4-5 cm sous l'ostium pour respecter l'artère fémorale profonde. Ensuite, on va piquer en aval d'occlusion dans l'artère poplitée pour mettre un introducteur qui est lui un introducteur pelable. Alors, on vient sur un autre type d'intervention sur le plan didactique, ça sera plus facile à comprendre. Là, on a piqué du même côté, pas du côté contralatéral. Vous voyez que le guide sort d'un côté à l'autre et ensuite, on va mettre un introducteur long qui va être celui qui va permettre de faire passer le pontage. Et on va le pousser, il va venir prendre la place de l'autre introducteur. C'est toujours surprenant au début quand on fait ça, mais l'introducteur prend la place, il n'y a absolument aucun saignement alors qu'on est dans l'artère. Ensuite, il va falloir tunneliser. Alors, on voit ici donc le même introducteur qui rentre dans l'artère en haut et qui en ressort ensuite. On va faire la tunnelisation dans les tissus avec cette pince que j'avais développée pour les phlébectomies, mais qui est très utile dans cette application. Donc, on va cheminer le long de l'aponévrose musculaire. On peut s'aider, si nécessaire, de l'échographie pour être sûr du cheminement. On est dans le bon plan, mais on le sent relativement bien. Et ça va permettre donc d'attraper le guide, ce fameux guide filaire, le guide wire, et de faire suivre l'intro long jusqu'à la partie distale. Donc, vous voyez que la tunnelisation est finalement relativement aisée au niveau de la cuisse. Et ensuite, donc, le dernier temps, où on va introduire toujours ce même guide dans la partie distale, dans l'artère poplitée, pour rejoindre les vaisseaux distaux. Ce dernier introducteur est pelable, donc on va l'ouvrir et pousser à la place l'introducteur long.
Voilà. Donc, ça, c'est un lac qui permet de clamper entre les deux viabales. Là, on descend l'endoprothèse qui est complètement impactée dans son lanceur, puis qui va être larguée de bas en haut. Deux endoprothèses en général sont utiles. Vous voyez qu'on la déploie, elle se déploie spontanément. On va bien l'inflater avec des ballons, en particulier au niveau du passage des vaisseaux. Et voici le résultat. Donc, un pontage qui peut être plus ou moins long. Un seul orifice doit être fermé par les procédés habituels. Vous voyez les 3 points de ponction et le pontage est terminé. Voilà, les résultats, vous voyez qu'on a, ça constitue finalement des anastomoses termino-terminales qui donnent un très bel aspect, pas du tout de ressaut au niveau de l'anastomose et une belle circulation. Alors, si on compare les techniques avec la chirurgie ouverte, si on demande l'avis du patient, je vais enfoncer les portes ouvertes en disant qu'il va préférer bien sûr une technique par ponction plutôt qu'une chirurgie ouverte, plutôt ne pas avoir de cicatrices euh, à, à la place de ces cicatrices qui peuvent être plus ou moins douloureuses pendant un certain temps. Mais le chirurgien aussi peut trouver un intérêt à cette technique au-delà du patient. Ce genre de patiente n'a pas trop envie d'aller faire une incision dans le pli de laine pour aller anastomoser un pontage. Et on voit de plus en plus des patients qui ont un surpoids tout à fait considérable. On peut avoir aussi des revêtements cutanés qui sont altérés, dans lesquels on peut s'attendre à des difficultés de cicatrisation. Enfin, des patients multi-opérés, aller réaborder un pédicule vasculaire dans ces tissus scléreux, c'est assez difficile. Par ponction, ça ne change absolument rien. Et pour finir, les gens de grand âge qu'on est aussi amené à opérer, on a envie de les prendre avec des pincettes. Et donc, c'est quelque chose qui peut être utile aussi aux chirurgiens. Alors, si on compare par rapport à l'endovasculaire maintenant, vous savez que dans les artères fémorales et poplitées, lorsqu'on va plier la jambe, ces artères sont soumises à un stress considérable de torsion, de compression, d'extension et de contraction. Et on imagine en endovasculaire, si on met des stents là-dedans, on imagine le stress qui est appliqué à ces stents. Toutes les plicatures ont été bien étudiées. On peut avoir des plicatures de cette importance sur les vaisseaux. Voilà. Tout cela, on l'évite avec le pontage, que ce soit ouvert d'ailleurs ou percutané, c'est-à-dire que le pontage va passer à l'extérieur du vaisseau. Il n'aura aucune contrainte soumise par la lumière inférieure. Alors, quels sont les résultats? Ceux qui voudraient avoir des résultats plus précis, ils ont été publiés récemment dans le journal Vascular Surgery. J'en suis à 70 cas maintenant. J'ai commencé en 2018, bien sûr très prudemment. Je vais aller un petit peu vite. Sur les résultats immédiats, il n'y a pas eu de décès. Il y a eu une seule occlusion précoce, mais qui a pu être traitée avec succès par thrombolyse, ce qui, soit dit en passant, n'aurait pas été possible avec une chirurgie ouverte. Il n'y a pas eu de complications locales et bien sûr pas de complications liées à la voie d'abord. Donc on a répondu déjà à la première bulle. On se rapproche de l'endovasculaire avec un pontage percutané sur la légèreté du geste. Maintenant, quels sont les résultats à plus long terme? Ça, c'est ce qui figure dans la publication, donc sur les 30 premiers cas seulement. Mais on voit qu'on a finalement des résultats qui sont équivalents à ceux de la chirurgie ouverte en termes de perméabilité. À 12 mois, 78%, 80%, et à 3 ans, 75% de perméabilité, c'est-à-dire une perméabilité qui se maintient avec le temps. Il y a eu une amputation, mais sur pontage perméable, lié au mauvais champ d'aval. Voilà. Donc, on peut répondre aussi à la deuxième bulle, c'est à peu près la même efficacité sur le pontage au stade où on en est, c'est-à-dire avec un recul maintenant de 4-5 ans. Donc, tout ça, bien sûr, va devoir être étudié, confirmé ou infirmé par les études prospectives. Une étude randomisée multicentrique va débuter dans quelques semaines. Mais vous voyez que c'est une technique qui est accessible techniquement. Elle est reproductible, elle est parfaitement standardisée. Donc, on peut l'utiliser dès maintenant. Elle ne demande pas de nouveaux dispositifs dédiés ni de matériel ancillaire. À signaler que la Variban, pour l'instant, est hors AFU, mais cette AFU va sans doute évoluer en fonction de ces études. On respecte la veine, on n'utilise pas la veine, et donc on peut la garder pour des pontages plus distaux, sachant que la maladie athéromateuse, malheureusement, peut évoluer.
Et en fait, enfin, elle donne des résultats encourageants. En évitant l'abord chirurgical, on évite les complications liées à l'abord, mais aussi les douleurs post-opératoires. Et chez les gens âgés en particulier, avoir une réhabilitation rapide a une certaine importance. Elle évite aussi les sutures vasculaires. On peut avoir des saignements ou des sténoses, des malfaçons sur les sutures vasculaires, ou à long terme des faux anévrismes. Là, on sait qu'on est à l'abri de tout ça. Euh, voilà. Je vais aller très vite sur la suite. Donc, j'ai voulu euh, ensuite déborder, étendre ces techniques à l'aorte, où bien sûr les justifications sont les mêmes, sauf qu'au niveau de l'aorte, la voie d'abord est beaucoup plus délabrante, que une laparotomie pubienne ou une grande lombotomie. Le clampage aortique a un grand retentissement cardiaque et c'est ce qui peut tuer les patients, ou en tout cas ce qui oblige à faire une sélection drastique de ces patients. Et la suture vasculaire sur des aortes calcifiées, remaniées, peut être problématique et source d'hémorragie cataclysmique. Le MISCAP demande une petite adaptation, c'est-à-dire qu'il faut, pour la tunnelisation, on ne peut pas le faire à l'aveugle, donc il faut un abord du rétropéritoine qui va permettre, par l'aiguille transseptale, on va le voir dans un petit film, de sortir de l'artère iliaque et de rentrer dans l'aorte au-dessus de l'occlusion, de façon à délivrer le pontage que voici. Alors ça, c'est le genre de patient qui a épuisé toutes les possibilités endovasculaires, chez qui on n'a pas envie de faire une grande laparotomie et un clampage aortique. Voilà, c'est le genre de patient qui a bénéficié. Le film est très rapide. Donc là, c'est un abord mini-invasif, non pas célioscopique. Et finalement, je préfère. Voilà, vue de l'intérieur, vous voyez l'aiguille transseptale qui va perforer l'iliaque externe. Sur ce film, il y a un clan, je n'en mets plus maintenant. Je mettais un clan de sécurité, mais sans l'utiliser. Vous voyez que euh, l'introducteur donc suit l'aiguille et donc il n'y a pas de saignement. Là, on est au niveau de l'aorte, l'aiguille perfore l'aorte et l'introducteur suit le trajet et donc on va pouvoir ensuite larguer les viabanes après un contrôle radiographique. Vous voyez la viabane qui sort de l'aorte en faisant sa propre osmostase. Hein. Il n'y a pas du tout de suture à ce niveau-là. Et en aval, la même chose, elle re-rentre dans l'artère iliaque par la même ponction. Et donc, on ferme juste le scarpa avec les moyens. Je vais vous demander de conclure. Hein. Je vais conclure. Donc, tout ça pour dire que ceci marche bien. J'ai 100%, je suis désolé, le temps de 100% de succès primaire sur les 7 cas. Juste deux mots, on peut le faire aussi d'autres applications, en particulier sur les fissures artério-veineuses, donc d'autres localisations. Une application militaire qui sera développée, mais on peut faire cette technique sans radiographie, ce qui a un intérêt intéressant. J'ai eu une discussion avec un colonel de la Navy aux États-Unis qui était très intéressé par cette technique. On pourra parler dans la discussion de la holographie. Non, vous allez conclure, s'il vous plaît. C'est le dernier film. Voilà, on Non, peut non, maintenant, non. avec les nouvelles technologies, avoir des perspectives beaucoup plus intéressantes sur le pontage percutané, puisqu'on voit l'intérieur et l'extérieur du vaisseau. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Docteur Koufidin. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Enfin, en ce qui concerne les gestes, effectivement, bon, tous les gestes des gens qui font de l'endovasculaire, etc., c'est des gestes qui sont accessibles, hein, vous l'avez bien montré. Moi, mais ma question plus importante est celle, je veux dire, sur les pontages fémoro-poplités. Parce que je veux dire, c'est un pontage prothétique. Dans les pontages prothétiques, on sait sous le genou, quand on dépasse le genou, le nombre de thromboses qu'on a après. Donc, c'est un problème difficile. Et quand on a une thrombose simplement au-dessus du genou, je veux dire, on n'a pas d'ischémie. C'est excessivement rare qu'on ait d'ischémie critique et qu'on n'ait pas de récupération. Donc, et pour beaucoup, il n'y a pas d'indication au pontage, je veux dire, fémoro-poplité qui ne dépasse pas le genou, je veux dire. Donc, et là, j'ai l'impression que pour mettre cette prothèse, c'est des prothèses qui sont toujours mises au-dessus du genou.
Alors oui, il y a plusieurs questions là-dedans, mais des très bonnes questions. Effectivement, ça ne remplace pas le pontage veineux. Et de toute façon, on ne va pas en dessous du genou. On n'a pas en dessous du genou avec cette prothèse. Par contre, dans beaucoup de cas, on peut transformer une indication de pontage sous le genou en un pontage au-dessus du genou, puisqu'on va rejoindre l'axe fémoral au-dessus du genou et donc transformer, shifter dans l'indication. Deuxièmement, on trouve malheureusement pas mal de cas d'ischémie critique. Tous les cas que j'ai opérés, c'était des Rutherford de 3 à 6, parce qu'il y a associé à l'occlusion fémorale superficielle des lésions d'aval, des axes d'aval. Donc, si on ne fait pas de pontage, on ne peut pas avoir accès aux axes d'aval et faire des dilatations associées des axes d'aval. Et donc, dans tous ces cas de figure, effectivement, le pontage permet de le faire. Troisièmement, je pense qu'il est bon de garder la veine pour les indications, comme vous le dites, sous le genou ou plus distale. Et cette veine est conservée grâce à cette technique. Bon, on a beaucoup d'indications d'endovasculaires finalement sur la fémorale superficielle et sur la poplitée, et celle-ci le remplace. Merci, professeur Benamou. Oui, moi je voudrais d'abord féliciter Pierre parce que c'est un chirurgien vasculaire qui est un peu caractéristique de l'évolution hybride que nous connaissons tous entre le radiologue et le chirurgien, parce que les pontages vasculaires extra-anatomiques, c'est une vieille histoire en chirurgie vasculaire périphérique, les pontages axillo-fémoraux, etc. Et là, c'est finalement en passant par l'intérieur avec des techniques de radiologie interventionnelle, on a finalement une combinaison des avantages. Et je crois que cette technique, alors elle n'est peut-être pas encore suffisamment développée dans d'autres équipes, ça mériterait véritablement un banc d'essai multiple. Et en même temps, ce que j'ai bien aimé, c'est ton usage aussi de l'échographie 3D et de la réalité virtuelle dans le processus. Là aussi, tu rejoins un peu l'évolution des chirurgiens modernes que nous sommes en train de devenir avec des outils qu'on ne connaissait pas antérieurement. Et la place de l'échographie dans ces interventions est fondamentale, surtout en 3 dimensions. Elle est nouvelle et elle va complètement supplanter la radiologie complémentaire qu'on fait souvent dans des actes de vasculaire périphérique. Et je crois que ça, c'est véritablement aussi une voie d'exploration qui me semble particulièrement intéressante. J'avais juste une question concernant la difficulté qu'il peut y avoir à passer le guide dans des fémorales superficielles calcifiées où tu ne trouves pas le chemin. Dans combien de cas tu t'es planté dans la volonté d'y aller? Par chance, aucun cas. C'est-à-dire que le fait de ponctionner de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un petit peu la clé. Et à ce moment-là, on a beaucoup de pression, de compression. Et on peut parfois, j'ai été amené à tâtons à chercher un endroit pour pouvoir rentrer dans l'artère. Ouais. Mais par chance, c'est un guide de quel type? C'est un Terumo? C'est quoi? C'est un guide souple? Non, un Terumo stiff, donc, plus rigide. Mais en fait, la pénétration est faite par l'aiguille. Et le guide, en fait, va suivre le même chemin que ce qui a été fait par l'aiguille. Oui, je voulais juste rajouter, pour revenir sur ce qu'on vient de dire, bon, moi, je vois véritablement l'utilisation dans les cas, effectivement, de revascularisation complexe. Hein. Et effectivement, ça se rapproche beaucoup d'endovasculaires qu'on fait en partant d'artères plantaires ou en partant d'artères voilà, de percutanées. Et voilà, je pense que c'est. Et puis le fait de dire on a un pontage qui nous permet des accès plus distaux, etc., peut être intéressant. C'est ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est là où ça me semble quelque chose d'intéressant comme une technique adjuvante pour faire de la revascularisation de sauvetage de membres qui est excessivement importante. Hein. Effectivement, ça ne change pas les indications. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que ce soit des indications d'ischémie critique. Professeur Richard. Non, juste un mot pour aller dans le sens d'Albert Claude, dans la mesure au niveau du Haut Conseil des nomenclatures, on a fait inscrire, et les radiologues ont été d'accord. Maintenant, les spécialistes, les chirurgiens, les vasculaires, les digestifs, les urologues, etc., on a des intitulés d'actes d'échographie pour soit en préopératoire, soit en surveillance des maladies
des différentes spécialités pour que ce soit les spécialistes qui fassent les examens de contrôle échographique, et pas forcément, les radiologues peuvent toujours les faire, mais les spécialistes chirurgicaux pourront les faire et les coter. Merci beaucoup. On va passer à la communication suivante. Merci beaucoup, M. Saradon.